Voilà, je ne sais pas pourquoi Amadou a été exclu. Bon, j'espère qu'il va réussir à se reconnecter. Donc, je disais, le but de nos, je dirais, 2-3 prochaines séances, ça va être maintenant de mettre en application, à travers les études de cas qui sont sur NetCampus, hein, de mettre en application toutes les notions théoriques qu'on a pu voir pendant les 2-3 derniers cours relatifs à l'acquisition des congés payés, à la prise des congés payés et à la rémunération qui est due au salarié au moment où celui-ci va prendre ses congés. Donc, alors sur cette première séance, je ne vous avais pas demandé particulièrement ou spécialement de préparer le TD, mais j'entends à ce que pour les prochaines séances, c'est-à-dire à partir de lundi prochain, vous avanciez sur les TD au fur et à mesure, d'accord, de façon à pouvoir participer, même si je vais vous faire participer cette fois-ci, pouvoir participer davantage et pouvoir regarder par rapport à ce que vous avez fait et la correction que l'on va en faire, quelle est votre maîtrise des notions qui sont abordées. Alors, le premier cas qui va nous intéresser, c'est celui de la... alors, le premier, je crois que c'est Monstre et compagnie. Voilà. C'est celui de la société Monstre et compagnie. Alors, je vais m'appuyer sur un petit jam. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, un petit jam pour qu'on puisse travailler ce cas ensemble. Voilà, donc je disais, hein, le premier cas que nous allons voir ensemble, c'est celui de la société Monstre et compagnie. On va regarder un petit peu ce que ce cas nous indique. Et ici, on va rentrer vite dans le vif du sujet, puisqu'on va tout de suite aborder les notions de congés payés, de prise de congés payés, d'acquisition de congés payés, et surtout la notion peut-être qui est la plus délicate, c'est celle du calcul du salaire au moment où le salarié est en congé. C'est là où c'est un peu plus compliqué, un peu plus technique, on va dire. Alors, je vais vous montrer. Donc, notre cas, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Alors, vous l'avez, hein, bien sûr, sur votre NetCampus, par ailleurs. Donc, on nous dit que M. Jones est salarié de la société Monstre Effrayant, spécialisée dans l'importation d'objets de farce et attrape. Il a été embauché le 15 mars N-1 en tant que manutentionnaire avec un salaire brut de 1 560 €. Il travaille 35 heures par semaine, donc on sait que c'est un temps complet, réparti également sur 5 jours. Donc, a priori, M. Jones doit travailler certainement du lundi au vendredi. Il ne comprend pas très bien le système de calcul des droits au congé. Il a demandé un état de ses droits. De plus, il a reçu son bulletin de paye et se pose des questions sur l'indemnité qui lui a été retirée. Donc, on va nous donner des éléments, on va nous donner un état des droits. Alors, c'est quoi un état des droits? C'est à un instant T, quels sont tous les droits que le salarié a pu acquérir et quels sont évidemment les droits qu'il a déjà utilisés, c'est-à-dire les prises de congés qu'il a déjà eues. Alors, l'employeur a l'obligation de tenir, il n'a pas d'obligation à faire figurer les congés payés sur le bulletin, en tout cas en termes de droits acquis et de droits utilisés. Par contre, il a l'obligation, quand le salarié a pris des congés, d'indiquer dans les lignes qui composent le salaire brut la période de prise de congé et bien sûr la rémunération qui a été retirée, la rémunération qui a été compensée. Ça, on a déjà vu ça, on a vu ça la semaine lundi. Ceci dit, c'est pas une obligation pour lui, par contre, de dire voilà, vous avez jusqu'à présent acquis 30 jours de congé, vous en avez pris jusqu'à présent 25 et donc il vous en reste 5. Cet état récapitulatif, ce décompte des congés et qu'on appelle l'état de droit que le salarié a, il n'est pas obligatoirement indiqué sur le salaire. D'accord? Alors, dans beaucoup de cas, oui, il va figurer sur le bulletin de paye, mais dans certains cas, il ne figure pas sur le bulletin de paye et on ne pourra pas le reprocher à l'employeur. D'accord? Puisque ce n'est pas une obligation de l'indiquer dans le bulletin de paye. Par contre, c'est une obligation de tenir une sorte de registre, hein, donc un état des droits du salarié qui est à la disposition du salarié. Donc à la demande du salarié, l'employeur peut lui dire, voilà, il
tu as acquis autant, il te reste autant et tu as pris autant. D'accord ? Alors cet état, c'est celui qui nous est donné dans le document 1 que l'on va viser après. On nous donne le détail des congés que le salarié a pris et le calendrier de l'année. Donc tout ça, pour nous poser ensuite un certain nombre de questions, et les questions auxquelles on va devoir répondre, c'est les suivantes. Donc, premièrement, lors de l'été N-1, donc de l'été de l'année précédente, puisque ici, je vous rappelle qu'on se situe, je crois, il me semble qu'on se situe au 1er novembre, d'accord, puisqu'on nous indique ici qu'on nous présente, qu'on nous donne un état de droit qui est au 1er novembre. Donc, l'état de droit, lui, il faut se placer ici comme si on était le 1er novembre de l'année N, d'accord, pour résoudre le cas. Donc, voilà les questions. Donc, l'été dernier, puisqu'on est au mois de novembre, l'été N-1, donc pas cet été qui vient de passer, mais l'été de l'année précédente encore, on ne lui a accordé que 7 jours de congés payés. Justifiez votre décompte. Pourquoi on ne lui a accordé que 7 jours de congés au mois de juillet? Ensuite, justifiez les décomptes qui figurent dans l'état de droit et calculer la retenue qui a été opérée sur son bulletin du mois d'octobre en fonction de la méthode des heures réelles. On a vu qu'il y avait plusieurs méthodes, hein, méthode des heures réelles, méthode des jours ouvrables, méthode des jours ouvrés, il y a aussi la méthode des jours calendaires. Donc ici, c'est la méthode des jours réels qui a été employée, donc il va falloir retrouver le calcul et l'expliquer. Et quelle aurait été la retenue si on avait utilisé une autre méthode, notamment la méthode des jours ouvrables? On regardera, on comparera ces deux méthodes et puis on en tirera des conclusions aussi. Et bien voilà, c'est ce qu'on nous pose justement dans la question numéro 5. Que peut-on conclure sur le choix de la méthode concernant les retenues sur salaire? Bien, allons-y. On va se mettre à l'écran les différentes documents qui étaient liés à cette étude. D'abord, ici, on a un état des droits acquis par le salarié. Ensuite, on a un document 2 qui nous indique les périodes pendant lesquelles il a pris des congés. Et ensuite, on nous fournit donc un calendrier pour pouvoir faire nos calculs. Voilà. Voilà. Et voilà, alors bien sûr, hein, je vous dis, hein, tous ces documents, vous les avez sur votre NetCampus. Allons-y, on va traiter la première question. La première question est relative à l'été N-1. D'accord ? Et on nous indique que lors de l'été N-1, on ne lui a accordé que 7 jours de congé. Pourquoi lors de l'été N-1, on ne lui a accordé que 7 jours de congé? Est-ce que quelqu'un peut m'orienter dans la réponse? Allez-y, Abdoul. Je vais essayer, mais je suis pas sûr. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez-y. On a dit que normalement, la période d'acquisition, c'est du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1. Très bien. Et ici, il a été embauché le 15 mars de l'année N-1. Très bien. Alors, si vous voulez bien, on va juste noter ce que vous venez de dire, les éléments importants que vous venez de dire. D'accord ? Vous nous avez dit, première chose, qu'il faut regarder, pour la question 1, la période d'acquisition des congés. Et deuxièmement, la date d'embauche du salarié. Allez-y, je vous laisse
Continuez. Donc, à mon avis, normalement, lui, sa période d'acquisition va du 1er juin de l'année N-2 au 31 mai de l'année N-1. Très bien, très bien. Concernant la période ici dont on nous parle des congés qui ont été pris en N-1. D'accord? Donc, les congés d'été qui ont été pris en N-1, donc on se situe au mois de juillet-août, ils sont donc relatifs aux droits qui ont été acquis la période précédente. La période précédente, c'est celle qui va du 1er juin N-2 au du 1er juin N-2, pardon, oui, au 31 mai N-1. Très bien. Alors, on va faire une petite frise chronologique, si vous voulez bien, Abdoul, mais vous étiez sur la très bonne pente. Alors, si on devait faire une petite frise chronologique, on a une première période qui va ici, et ici, cette première période, elle va du 1er juin N-2 jusqu'au 31 mai N-1. Ensuite, une deuxième période qui commence donc, elle, le 1er juin N-1, donc qui se suit, hein, jusqu'au 31 mai N. Jusqu'à présent, tout le monde me suit. Surtout, dès que vous êtes perdu, il ne faut surtout pas hésiter, encore une fois, à me demander. Hein, d'accord? Donc, notre mois de juillet N-1, d'accord? Notre mois de juillet N-1, puisque c'est l'objet de la question. Hein. L'objet de la question, c'est de dire, pour l'été N-1, on ne lui a accordé que 7 jours. Le mois de juillet N-1, lui, il se situe à peu près ici. Donc, hop, on va faire ça. Voilà. Ici, il a pris des congés. Notre salarié a pris des congés. On va dire que c'est au moins les courants été N-1. Donc, l'été N-1 se situe ici. Elle se situe bien après le 1er juin N-1 et donc avant le 31 mai. Et ici, on ne lui a donné que 7 jours. On ne lui a accordé que 7 jours de CP. Pourquoi on ne lui a accordé que 7 jours de CP? C'est ça la question finalement. Abdoul nous disait, attention, il faut regarder combien il a acquis lors de la période précédente, puisque les congés qu'il va prendre durant cette période ici, d'accord, durant cette période ici, ce sont les congés qu'il a acquis durant cette période ici. Est-ce qu'on est d'accord? Les congés qu'il a acquis durant cette période ici, ce sont les congés qu'il va prendre ici. Ici, je les collecte et ici, je peux les prendre. Donc, si on regarde ces congés-là, ici, on a une période d'acquisition. Notre période d'acquisition, elle va donc du 1,6N-2 au 31,5N-1. Et ensuite, ces congés-là vont donner le droit à une période de prise, et cette période de prise, elle se situe ici. Ça, c'est la période de prise. Des congés qui ont été acquis l'année précédente, évidemment, la période précédente. Période de prise. Donc, durant cette période de prise, on lui autorise à prendre les congés qu'il a acquis ici. On va compter combien il a acquis de congés ici. Donc, si on prend le fait qu'il soit embauché ici le 1-3, donc il a acquis des congés pour la moitié du mois de mars, pour le mois d'avril et pour le mois de mai. Monsieur Oulad, est-ce que vous pouvez me dire combien de jours on acquiert par mois entier de présence?
Alors, me le dire ou me l'écrire si jamais vous êtes trop timide pour parler. Alors, Ornella, est-ce que vous pouvez venir à la rescousse de M. Oulad? On va donner la parole à Luce. Je vous écoute, Luce, ou vous m'écrivez? Monsieur, c'est 30 jours, non? C'est 30 jours. Alors, 30 jours, c'est pour la période entière. Ça, je suis d'accord, vous avez tout à fait raison. Mais ça veut dire que par mois, c'est combien? Sur toute cette période-là, effectivement, sur toute cette période-là, on va pouvoir acquérir 30 jours. Mais combien de jours par mois? Allez-y, Mohamed. Alors, Rihanna, oui, il faudrait. Alors, Rihanna me proposait dans le fil de discussion 2,5 jours. Je pense que Mohamed, etc., vous alliez me proposer la même chose, effectivement. Donc, si on est présent pendant toute la période, on va acquérir 30 jours, à raison, finalement, de 2,5 jours fois 12 mois, puisque la période fait 12 mois. Encore faut-il être présent. On n'acquiert les jours que si on est présent. Or, mon salarié ici, lui, n'était pas présent pendant toute la période puisqu'il n'est rentré que le 15/3/N-1. Donc, on va calculer son acquisition au titre du mois de mars, N-1, pour le mois d'avril, N-1, et pour le mois de mai jusqu'au 31 mai, pour l'année N-1. Alors, pas trop de difficultés. Ici, il a acquis 2,5 jours au mois de mai. Il a acquis ici, encore une fois, 2,5 jours. Et ici, il a acquis la moitié, puisqu'il a rentré le 15 mars, hein, d'accord, il a acquis 1,25 jours. Alors, on va arrondir au plus proche. Pardon, on va toujours arrondir à la partie supérieure, d'accord? On arrondit toujours au bénéfice du salarié, c'est-à-dire à la partie supérieure. Donc ici, on va considérer soit 2 jours. Pourquoi? Parce qu'on arrondit toujours à la partie supérieure quand on compte les congés et qu'on ne tombe pas sur un nombre entier. Donc, ce qui veut dire que au total, il a acquis 7 jours de congé. Voilà pourquoi on ne lui a accordé que 7 jours, à prendre durant la période qui suit, donc la période de prise, et donc durant son été ici de l'année N-1, il n'a eu le droit que de prendre que 7 jours. Est-ce que c'est clair? Alors, Mohamed, c'était... Je peux faire attention. Est-ce que c'est clair? Essayez de me parler un petit peu, d'accord? Excusez-moi, monsieur. Oui. Est-ce que vous pouvez reprendre l'explication, s'il vous plaît? Alors, on est bien d'accord qu'il faut distinguer 2 périodes. La période pendant laquelle on va acquérir les congés, pendant lesquels on va les capitaliser, hein, c'est-à-dire qu'on va nous les mettre dans un compteur, et la période pendant laquelle je vais pouvoir prendre ces congés que j'ai acquis lors de la période précédente. Ces 2 périodes se suivent. Ici, si on regarde ce qu'on nous demandait, on nous dit, voilà, pendant l'été N-1, le salarié n'a eu le droit que de prendre 7 jours. Pour justifier cette réponse, il va falloir regarder ce qu'il a acquis lors de la période d'acquisition qui correspond à la période de prise. La période de prise ici, elle se situe entre le 1,6 N-1 et le 31,5 N. Donc la période d'acquisition, elle se situe une année avant, c'est-à-dire du 1,6 N-2 au 31,5 N-1. Il est important, quand on est dans cette notion de congé payé, de faire une frise, comme je le fais ici. D'accord?
C'est-à-dire que si je veux regarder les congés que je prends ici, il faut que je regarde les droits acquis que j'ai pris, que j'ai acquis lors de la période précédente, puisque les droits acquis ici vont se prendre sur la période suivante. Et ça, c'est super important de vous faire une petite frise chronologique comme je l'ai faite ici, de façon à vous faciliter la vie et surtout à bien vous situer sur les périodes pendant lesquelles vous allez travailler. Parce que vous avez remarqué qu'on est à cheval sur des années, donc c'est un petit peu embêtant. Si on avait été dans les calculs pour les congés sur une période basée sur l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, les calculs ont été beaucoup plus faciles. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, en France, la période de congé payé, ce n'est pas l'année civile. La période qui permet d'acquérir ou de prendre des congés, c'est toujours une période qui va du 1er juin au 31 mai l'année suivante. Et ça, il faut le savoir, absolument. Et donc, je disais, les congés que l'on a acquis ici, à raison de 2,5 jours par mois, on a le droit de les prendre sur cette période-là, la période qui suit, la période de prise de congé. Donc, je répète, les congés que j'ai acquis ici, je vais pouvoir les prendre lors de cette période-là, lors de la période qui suit. Ici, on me demande de regarder les droits que le salarié a acquis et auxquels il avait le droit d'ailleurs, en été N-1. L'été N-1 se situe ici. Donc, dans ma chronologie ici, dans ma frise chronologique, c'est sur cette période qui va du 1,6N-1 au 31,5N. Donc, les congés qu'il a eu le droit de prendre ici, c'est ceux qu'il a acquis ici, c'est ceux qu'il a pu avoir ici. Et pourquoi ce salarié n'a que 7 jours? Tout simplement parce que pendant cette période-là, étant donné qu'il est arrivé le 15-3, il n'a eu le droit à des congés que sur une petite partie de la période qui va de sa date d'embauche jusqu'à la fin de la période d'acquisition, c'est-à-dire le 31 mai N-1. Quand on fait notre calcul, il a eu le droit à la moitié des congés arrondis à l'entier supérieur pour le mois de mars, donc 1,25 puisque c'est 2,50 normalement, 1,25 je retiens 2 puisque j'arrondis à l'entier supérieur, 2,5 puisque là le mois était entier, et 2,5 puisque le mois de mai était entier, ce qui nous fait donc un total de 7 jours. Voilà pourquoi notre salarié n'a eu le droit de prendre que 7 jours pendant l'année N+1. Voilà pour cette première question qui était relative donc aux droits que le salarié avait acquis de sa date d'embauche jusqu'au 31 mai qui suivait sa date d'embauche. Passons à la deuxième question. Justifier le décompte dans l'état des droits de M. Jones. Alors, regardons ce décompte. Il est ici. On va le reprendre et on va l'expliquer. Voici le décompte. Donc, M. Jones a acquis pendant la période qui va de N-1 à N, 30 jours. C'est normal puisque si on regarde cette période, c'est cette période-là. Donc, une nouvelle période d'acquisition. Voilà, on va la prendre, on va la copier de l'autre côté. Donc, une nouvelle période d'acquisition qui se situe, elle, du 1,6 N-1. Excusez-moi. Une nouvelle période d'acquisition qui se situe là. Donc, comme Monsieur Jones, il a été embauché le 15 mars, donc vous voyez qu'il a été embauché avant, sa date d'embauche se situe avant. Donc ça veut dire que sur toute cette période-là, il a été présent. Par conséquent, ses droits acquis sont bien de 30 jours. Donc, il a bien acquis 30 jours, les 30 jours ici. Il se justifie par le fait qu'il était présent sur toute la période, puisque son embauche, elle se situait avant, elle se situe au 15-3, N-1.
Son embauche a eu lieu le 15-3-N-1, c'est-à-dire avant ma période, le début de ma période d'acquisition ici. Donc, ça veut dire que pendant toute la période, le salarié a été présent. Il a été embauché avant, donc pendant toute la période, et bien sûr, il est toujours présent. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Pendant toute la période, il a été là. Donc, il a bien acquis au titre de l'année N-1N, donc de N-1 à N, 30 jours. A priori, il en a déjà utilisé 25, ce qui voudrait dire que pendant la période qui va ici donc qui commence le 1-6 de l'année N et qui se terminera le 31-5 de l'année N plus 1, donc qui est ce qu'on appelle la période ici de prise des congés, mais les congés que l'on a acquis ici. Pendant cette période, il a pris 25 jours. Alors, ces 25 jours de CP qui ont été pris. Comment on peut les justifier? Alors, dans les autres annexes que l'on a, on nous indique qu'il a posé des congés ici du 18-7, donc il a posé des congés. Ça, c'est je ne suis pas trompé là. Non, non pardon, c'est ici. Il a posé des congés durant cette période ici. Hein, d'accord? Il a posé des congés ici. On va les reprendre, ces congés. Hop, ici. Hop, voilà, en fait, ces 25 jours, ils sont ici. D'accord? Ils sont sur le principe qu'il a pris des congés du 18-7 au 31-7. Donc, il a pris des congés grosso modo ici, par ici. Il a pris des congés du 17-10 au 31-10. Donc, il a pris des congés à peu près ici. Donc, il faut regarder si, effectivement, on a bien 25 jours de congés pendant cette période. Pour faire ces calculs, pour vérifier que, et pour justifier les 25 jours, on se sert donc de ces deux périodes ici, et on va calculer les congés en fonction des calendriers que l'on nous a fournis. Alors, les calendriers que l'on nous a fournis sont dans nos pièces, et on va faire nos petits calculs. Donc ici, on doit trouver au total 25 jours de congé. D'abord, on nous dit que notre salarié, il a été absent du 18-7 au 31-7. Première zone de congé qui se situe du 18-7 au 31-7. D'accord? Deuxième période de congé, ici, qui se situe, hop, on va la vérifier, du 17-10 au 31-10. Donc, du 17-10, hop, toute cette période-là, plus le 31-10. Et aussi cette période-là. Donc, pendant toute cette période, il a été en congé. Il va falloir vérifier qu'il a bien 25 jours de congé pendant ces deux périodes où il a été en congé. D'accord? Que le décompte est bon. Alors, je vous rappelle la méthode. On va compter d'abord le nombre de jours ouvrables de la période et compter le nombre de jours ouvrables que le salarié a posé. Donc, ici, sur cette période-là, on a 12 jours ouvrables. Les jours ouvrables, c'est du lundi 18 au 23 et du 25 au 30. Le salarié, il a été absent durant toute cette période-là. Donc, ici, on a 12 jours de CP. 12 jours de CP. Pourquoi? Parce qu'on a compté
ici, en jours, il faut compter en jours ouvrables. Et on compte toujours du premier jour d'absence au premier jour de retour non inclus. Deuxième période, cette fois-ci, mon salarié a été absent 13 jours. 13 jours ouvrables. Il y a donc 6 jours ouvrables cette semaine-là, 6 jours ouvrables cette semaine-là et une journée ici. Donc 2 fois 6 plus 1. Donc 13 jours. Donc on a bien un total de 25 jours pris sur ces deux périodes de CP. Voilà comment on justifie le décompte de « 25 jours ». Donc, on a justifié le crédit qui est donc l'acquisition des congés pour la période N-1N. Donc, N-1N se situe ici et donc nos 30 jours ont été acquis parce que le salarié était présent toute la période d'acquisition. Ensuite, on a justifié des 25 jours qui ont déjà été pris parce qu'il a posé cette période de congé et que, au regard du calendrier qui nous est fourni pour l'année N, on a compté les jours ouvrables qui étaient pendant cette période de congé et donc on a bien ici 12 jours de CP pour le mois de juillet et 13 jours de CP pour le mois d'octobre. Ensuite, alors, une petite question. Oui, je vous écoute, Abdou. Monsieur, s'il n'avait pas dit inclus, on n'aurait pas mis le dernier jour dans le décompte, c'est ça? Ah, oui, bien sûr. Évidemment, si par exemple, alors c'est plus pertinent pour la période du 17-10 au 31-10 inclus, si on nous avait dit, alors généralement, on va quand même bien vous préciser le dernier jour inclus, hein, de façon à éviter toute ambiguïté. Si évidemment on ne nous avait pas dit jusqu'au 31 inclus, voilà, il aurait fallu ne pas prendre le 31. Okay. En général, on va vous donner jusqu'au dernier jour inclus. Ok, merci. Alors, maintenant, il va falloir justifier que sur la période ici, mais considérée en termes de prise de congé, d'acquisition de congé, on est 13 jours. Donc, sur la période qui correspond à l'année N à N plus 1. Hop. Je vais me reprendre ici pour la troisième partie. Donc, les jours acquis sur la période N plus 1. Matérialisons cette période. Donc, cette période, elle court du 1,6N au 31,5 N plus 1, puisqu'on vous demande de justifier les jours acquis au titre de la période N jusqu'à N plus 1. Notre période, elle court toujours du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année suivante. Alors, là, on la considère comme une période d'acquisition. On va demander à la personne qui a son micro ouvert de bien venir le fermer. Je crois que c'est vous, Luce, s'il vous plaît. Merci. Alors, au cours de cette période, on nous demande de justifier que le salarié a acquis 13 jours. Alors, pourquoi on n'a pas nos 30 jours? Tout simplement parce que je vous rappelle que nous devons nous situer au premier, c'est un état des droits du salarié
au 1er novembre de l'année N plus 1. Il me semble, de l'année N, état des droits, au 1er novembre de l'année N. Donc, en fait, il faut calculer ici du 1er juin de l'année N jusqu'au 31 octobre de l'année N. Puisqu'on se situe, aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre de l'année N. Donc, tout ce que j'ai acquis sur la période, ici, il faut bien que je fasse mon calcul uniquement sur une partie de la période, c'est-à-dire uniquement sur voilà, un petit morceau de la période. D'accord? Je fasse le calcul juste sur cette période-là. Alors, il va falloir compter combien le salarié a acquis, en fait, du 1er juin jusqu'au 31 octobre, ou au 1er novembre, mais ça n'a pas d'intérêt de calculer jusqu'au 1er novembre. Donc, il a acquis des congés au mois de juin. Il a acquis des congés au mois de juin de l'année N, 2,5. Il a acquis des congés au mois de juillet, 2,5, 2,5, 2,5, jusqu'au 31 octobre, soit un total ici de 12,5 jours, arrondi au chiffre entier supérieur. Voilà pourquoi sur son état de droit, arrêté au 1er novembre, le salarié, comme si on est le 1er novembre, les droits que j'ai acquis sur la période en cours, cette période en cours, elle a commencé le 1er juin, les droits que j'ai acquis sur la période en cours sont de 13 jours, à raison de 2,5 par mois, durant les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre. Nous obtenons 12,5 jours, ce qui veut dire que mon salarié a acquis 13 jours pour cette période. Ce qui veut dire que sur les deux périodes que nous avons vues, je vous remets juste le petit détail à côté. L'année dernière, il a acquis 30. Cette année, on est encore en cours d'année puisqu'on se situe, on est au 1er novembre, il n'a pas encore travaillé son mois de novembre, il a acquis donc ces 13 jours. Voilà pour la justification de tous les droits qui ont été inscrits dans cet état. Les droits acquis au titre de l'année N-1 à N, pour les 30 jours, nous les avons justifiés par la présence du salarié tout au long de la période d'acquisition. Les congés utilisés, donc, qui provenaient de cette période d'acquisition et donc qui sont de 25 jours. On a justifié les 25 jours pris en fonction des deux périodes que le salarié a pris. On a justifié aussi les droits acquis pour la période actuelle qui a commencé au 1er juin de l'année N et qui se terminera le 31 mai l'année prochaine. Mais si on s'arrête au 1er novembre, le salarié a acquis 13 jours, donc sur une période qui est comprise entre le 1er juin et le 31 octobre. Voilà pour cette question qui était plutôt intéressante parce qu'elle nous fait manipuler vraiment ces périodes d'acquisition, périodes de prise, avec des N-1, des N, des N-2, des N plus 1. Et vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment à chaque fois de faire une frise chronologique pour bien savoir où vous vous situez. Je vous écoute, Abdel. Monsieur, on a dit que le salarié était absent du 18 7e mois N au 31 7e mois N. Oui. Et là, dans l'autre cas, vous avez la période d'acquisition, vous avez mis, dans le mois de juillet, vous avez mis 2,5 jours. Normalement, il était absent, non? Je ne comprends pas bien. Ah, c'est une très bonne question, ça. C'est une très bonne question que vous soulevez. Alors d'abord, le mois de juin et le mois de juillet ne sont pas les mêmes mois. Là, je pourrais vous répondre comme ça, d'accord. Mais effectivement, vous soulevez une très bonne question. Question à laquelle on a répondu en cours, mais ça nous permet ici de pouvoir faire un point là-dessus. On acquiert des droits si on est présent en entreprise. D'accord ? On acquiert des droits
si on est présent, c'est ce que l'on a dit d'ailleurs. Quand ici, on a octroyé que 1,25, tout simplement parce qu'il était du 1er mars au 15 mars, il n'était pas présent en entreprise. Il n'était présent en entreprise que du 15 mars au 31 mars. Donc, il a acquis uniquement la moitié des congés. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'il faut être présent en entreprise pour pouvoir acquérir des congés. Malgré tout, il y a d'autres périodes qui ne sont pas des périodes de présence qui, malgré tout, vous donnent le droit au congé. Ces périodes, c'est justement les congés payés. Pendant que vous êtes en congé payé, vous continuez à acquérir vos congés. Donc, même si vous êtes en congé payé, vous continuez à acquérir vos congés payés au titre de la période où vous êtes en congé payé. D'accord ? Il existe plusieurs périodes d'absence qui donnent droit quand même à des congés. C'est notamment pendant que vous êtes en congé payé, c'est pendant que vous bénéficiez d'une contrepartie obligatoire en repos. Vous vous souvenez, contingent d'heures supplémentaires qui ouvre droit à une contrepartie en repos. C'est pendant aussi des périodes pendant lesquelles vous êtes en arrêt maternité. Par contre, si vous êtes en arrêt maladie, ou bien pour une absence autorisée mais qui n'est pas répertoriée en entreprise, alors ces périodes-là n'ouvrent pas droit au congé. Et par contre, vous ne faites pas l'acquisition de vos 2,5 jours. Imaginons que notre salarié, si je reprends mon petit topo que j'avais fait, voilà. Imaginons que ce salarié-là ait une absence pour maladie pendant 1 mois au mois de juin, d'accord, de l'année N. Si mon salarié, si M. Jones, donc M. Jones, avait été absent pour maladie tout le mois de juin N, alors il n'aurait pas acquis les 2,5 que l'on lui a octroyés ici parce qu'on ne nous a pas fait mention d'absence. Donc, alors, il n'aurait pas acquis ces 2,5 jours de CP. Il n'y a que dans les cas, alors c'est souvent les arrêts maladie, c'est souvent aussi simplement parce que vous n'êtes pas là parce que votre contrat n'a pas commencé. D'accord ? Si on dit c'est 2,5 jours par mois, si pendant le mois, votre contrat soit terminé ou soit commencé en cours de mois, effectivement, la période d'absence, parce que vous n'y étiez toujours pas en contrat, alors la période d'absence n'ouvre pas droit à des congés payés. C'est le cas aussi si vous êtes en absence maladie. Par contre, ça n'est pas le cas quand vous êtes vous-même en congé payé. Et là, je réponds directement à votre question. Le fait d'être en congé payé n'influence pas l'acquisition de ces mêmes congés payés. Comme le fait d'être en arrêt maternité, comme le fait d'être absent pour une contrepartie obligatoire en repos, comme le fait aussi d'être absent pour des formations professionnelles. Dans ces cas-là, vous gardez toujours vos droits qui se cumulent, même pendant cette période d'absence, si elle est, bien sûr, due à des congés payés, contrepartie obligatoire en repos, formation ou maternité. Voilà pour répondre à votre question, mais c'était une très bonne question par contre. C'est bon pour tout le monde. On va pouvoir passer maintenant à des petits calculs, puisqu'on va répondre à la question suivante. On va calculer la retenue qui va concerner son bulletin pour le mois d'octobre. Alors, je vous rappelle que durant le mois d'octobre, il a été absent du 17-10 au 31-10. Voilà le calendrier tel qu'il est donné.
Alors, la première chose que l'on nous indique, c'est que notre salarié, ici, il a été, tac, 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 son salaire. Alors, ici, dans le sujet, j'aime pas trop quand on parle de salaire brut, j'aurais préféré qu'on dise salaire de base, mais dans tous les cas, ici, on a un salaire de 1560. Alors, la première ligne du bulletin, on sait comment ça fonctionne, excusez-moi, hop, voilà, on y va. Notre première ligne du bulletin, alors on va toujours avoir un libellé, hein. Ça, on a déjà bien souvent travaillé ces notions-là. Je vais l'arranger comme ça, voilà. On va souvent avoir un nombre, généralement ce sont des heures, hein, mais un taux et un montant. Ça, c'est l'entête de notre bulletin. Ensuite, la première ligne, c'est le salaire de base. Le salaire de base, pour nous donner, c'est 1595, il me semble bien. 1560, pardon. Il a 1560. Donc, ça veut dire que ce salarié, comme il est à temps complet, il doit être payé combien d'heures à Nice? Combien ce salarié va-t-il être payé d'heures s'il a un temps complet, c'est-à-dire 35 heures par semaine? Dites-moi. Allez, grâce à fouet, est-ce que vous pouvez me dire combien ce salarié va être payé d'heures durant son mois? Pour déterminer le montant, je pense qu'on doit diviser 1560 par 1,151, ah non, je sais plus. Si, allez-y, vous étiez bien parti, grâce. Allez-y. 151,66, 67. 67, d'accord. 67. Ici, c'est bien un nombre d'heures, c'est bien 151h67 qui va déterminer ensuite avec lequel on va travailler pour trouver le taux, hein, d'accord? Mais ici, on a bien un nombre d'heures rémunérées qui vont être à la base de 151h67. Ça, maintenant, ça doit être une évidence pour vous, d'accord? Je vous le répète, je crois, une fois par cours, hein, que le salaire de base, c'est toujours 151h67, d'accord? C'est 35 fois 52 divisé par 12. On le sait, on l'a déjà travaillé très souvent. Maintenant, pour obtenir effectivement le taux horaire ici, on va donc diviser nos 1500 € par 151,67 €, ce qui va nous donner à peu près 10 €. 1560 divisé par 151,67 €, ça nous donne 10,29 €. Donc voilà, mon salarié, on sait qu'à la base, il est payé 151,67 € à raison de 10,29 € par heure, ce qui nous donne un total de, ici, 1560. Alors maintenant, il va falloir faire deux choses. Il va falloir lui faire une retenue absence CP du 17 au 31/10. Il va falloir lui retirer une certaine somme. Et ici, on va utiliser la méthode des heures réelles. Alors, qui est-ce qui pourrait éventuellement m'indiquer comment on va faire avec cette méthode? Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Allez-y, Abdel, je vous écoute. Je vais vous mettre à l'écran ce qui va certainement vous intéresser, c'est-à-dire le calendrier. Et
D'abord, on va commencer par calculer le nombre d'heures réelles du mois. Très bien. Ok. Et là, on va commencer du lundi 3, on est en octobre, N. Oui, On très bien. commence du lundi 3 jusqu'au lundi 31. Du coup, pour la première semaine du lundi, il a travaillé 5 jours, donc ça fait entre 5, c'est la première semaine, entre 5 heures. Allez-y, continuez. Combien vous avez d'heures réelles du mois, là? Dites-moi. Là, j'ai trouvé 147 heures. Évidemment. D'accord, très bien. Donc ici, 147 heures. Alors, je vais juste... Hop, il faut que je fasse ça pour bien vous mettre à l'écran les choses. Je vais faire ça. Alors, ça. Hop, ça va nous aider. Alors, ici, pendant le mois de novembre, d'accord, nous avons les heures réelles. Samedi, on ne travaille pas, donc il n'y a pas d'heure réelle. Dimanche, on ne travaille pas, il n'y a pas d'heure réelle. Cette semaine ici, du lundi au vendredi, puisque notre salarié travaille 5 jours par semaine, il y a donc 35 heures. Deuxième semaine, 35 heures. Troisième semaine, 35 heures. Quatrième semaine, 35 heures. Et ici, le lundi, 7 heures. Donc, on a un nombre total d'heures réelles du mois, de 147. Très bien. Ensuite, continuez, Abdel. D'accord. La deuxième étape du raisonnement, qu'est-ce que vous allez faire? Ensuite, on va calculer le temps d'absence du salarié. Donc, le nombre d'heures réelles du salarié en absence. Très Ouais. bien. Donc, il a été absent toute cette semaine-là et le lundi. Donc, 35 et 7. Il a été absent. Heures réelles d'absence. Heures réelles d'absence. On avait dit 35 et 35, donc 77 heures. Très bien, Ben. Ensuite, qu'est-ce que vous faites pour calculer maintenant la retenue, puisqu'on arrive au calcul de la retenue? Dites-moi comment vous faites. Ensuite, on va prendre le montant, le montant d'heures d'absence. On va devoir calculer le montant d'heures d'absence. Donc, on va faire le salaire de base multiplié par le nombre d'heures d'absence divisé par le nombre d'heures réelles. Très bien. Très bien, monsieur Abdel. Parfait. Et donc, ça va nous donner concrètement 1560 multiplié par 77 divisé par 147. Et on va obtenir 1560 multiplié par 77 divisé par 147, on va obtenir 817,14. Donc, on va reporter au niveau de la retenue qui va être pratiquée à cause des absences, moins 817,14. Et ici, c'est une retenue qui a été faite donc, pour 13 jours d'absence. Donc, ça veut dire que chaque journée a été retenue à hauteur de 62,86. La journée à hauteur d'une retenue de 62,86. D'accord, très bien. Si on ne s'occupe pas, ce que l'on va faire là, si on ne s'occupe pas d'un calcul des droits, mais qu'on se base uniquement sur le maintien de salaire, d'accord, sur le fait que le salarié, l'employeur est obligé au minimum de verser une compensation identique à la retenue, on aura donc une indemnité
une indemnité compensatrice de congés payés, indemnité pour CP, qui va être égale au montant de la retenue, 13, mais égale dans le sens positif, évidemment. Donc, ce qui veut dire qu'une fois qu'on a terminé de calculer la retenue et la compensation, on va pouvoir calculer le salaire brut. Et ce salaire brut, il est égal, dans mon cas, à 1560. On voit que le salarié, pour lui, le fait d'avoir pris des congés n'influe pas du tout sur sa rémunération, puisqu'il a une compensation de la retenue qui a été pratiquée, une compensation qui est due, bien sûr, au fait qu'il a acquis ses jours. Hein, d'accord ? S'il n'avait pas acquis de jours, et qu'il avait eu des absences même pour congé, hein, ça aurait été une absence ici pour congé, mais pas payée, il aurait eu bien sûr que la retenue et pas la compensation. Là, en général, de toute façon, c'est ce qui se pratique en entreprise, en général, le salarié va retrouver la même rémunération, sinon plus. Hein, il y a des cas où on a plus, on ne l'a pas traité ici, ce n'est pas tellement l'objet, mais il y a des cas, et de toute façon, on aurait abouti exactement à la même solution. Il y a des cas où, effectivement, on peut avoir plus de congés, toucher une compensation plus importante que la retenue. Voilà pour cette partie en heure réelle. Alors, on n'a pas eu le temps de faire la dernière question, enfin les deux dernières questions, la partie en jour ouvrable. D'accord, on va reprendre la même méthode, mais cette fois-ci, on l'a calculée en jour ouvrable. Et puis, on va pouvoir conclure par rapport à tout ça. Chose que l'on terminera la semaine prochaine, que je vous demande d'avancer. D'accord ? Il faut absolument que vous le terminiez pour que j'ai vraiment qu'à faire la correction et à éventuellement répondre aux questions si vous n'avez pas compris. Donc, je veux vraiment que vous le terminiez. Dernière chose à dire. À partir de la semaine prochaine, si je vous interroge, que vous ne répondez pas, excusez-moi du terme, hein, je vous vire du cours, je vous supprime. D'accord ? Il n'est pas normal que quand je pose une question à quelqu'un qui est censé être derrière sa caméra et pouvoir répondre, j'ai même une réponse qui me dit « Monsieur, je ne sais pas ». D'accord ? Je pense que c'est… moi, quand vous me posez une question, je réponds. Donc, moi, quand je vous pose une question, je suis en droit d'exiger à ce que vous répondiez. Je suis en droit d'attendre à ce qu'au moins j'ai un signe de votre part. Mettez un petit mot, je surveille le chat, là, monsieur, je ne sais pas. Vous ne savez pas, ce n'est pas un problème. D'accord ? Mais si vous ne répondez pas, je vous supprime du cours. Ça, c'est clair, net et précis. Je pense que c'est le minimum de me répondre quand je pose une question. Donc, on se met cette petite règle qui n'est pas non plus quelque chose de très grave, mais il est normal. Enfin, moi, je trouve ça normal. Je vous pose une question, vous répondez, même si vous ne savez pas. Ou même si vous répondez une bêtise, vous répondez une bêtise. Je vous écoute, Diana. Vous avez quelque chose à dire ? Non, monsieur. D'accord, comme vous aviez levé la main, mais c'était peut-être une erreur. Ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que surveillez votre emploi du temps. Il va y avoir des modifications. Je les ai demandées, elles ne seront pas encore là. Mais il va m'être impossible de faire le cours de 5 à 6 le vendredi. Le 6-7, il est conservé, mais le 5 à 6, je ne peux pas l'assurer. J'ai d'autres obligations qui se sont tombées et je ne savais pas que ça allait se dérouler comme ça. Et malheureusement, je ne peux pas faire le cours. En fait, je serai à Valenciennes et je ne peux pas revenir chez moi ou faire le cours. Ce n'est pas possible. Si ça avait été qu'un cours d'une heure, j'aurais pu faire 2 Valenciennes, mais là, 2 heures, ce n'est pas possible. Enfin, peu importe. J'ai fait les demandes de modification d'emploi du temps. Les cours donc, seront rattrapés, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas encore eu de confirmation, mais si on ne se voit plus, surveillez bien votre emploi du temps. Ça prendra effet à partir de ce vendredi. Voilà. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions. Ça marche pour tout le monde. Fourera, oui, je vous écoute. Monsieur, vous parlez du 5, à partir du 5 février, c'est ça?
Ou je n'ai pas compris, 5 à 6. À partir de la semaine prochaine, je ne peux pas faire le cours. Je ne pense pas avoir dit ça en février, si je l'ai dit, c'est une erreur. À partir de cette semaine, pardon, à partir de ce vendredi, je ne peux pas faire le cours de 5 à 6. Donc, ces cours-là seront reportés. J'ai proposé les dates au campus et ils doivent me confirmer. Donc, c'est pour ça que je vous dis, surveillez bien votre emploi du temps, que vous ne soyez pas là vendredi et que vous attendiez bêtement alors que le cours n'a pas lieu. Enfin, de toute façon, a priori, ça sera indiqué sur votre emploi du temps. Ça marche pour tout le monde? Oui, monsieur. Super. Allez, on se dit ciao et puis on se retrouve vendredi, donc a priori à 6h. Là, pour 6h15, il n'y a pas de souci. À vendredi tout le monde. Ciao. Au revoir, monsieur. Ciao, messieurs. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir tout le monde.